De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme tous les mardis, nous recevons entre autres les jeunes de l'association Wibash, dont Yoël Pépin. Bonsoir Yoël. Bonsoir Harold. Nous avons également Miguel Garin. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold. Pourquoi 1994? Mon année de naissance. Ah, sérieux? Oui. Donc tu lâches exprès? Ouais. J'adore te taquiner Miguel. Nous avons également sur le plateau Mayembe. Bonsoir Mayembe. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe. Et nous avons un nouveau venu sur le plateau, un spécialiste de la géopolitique. Il s'agit de Nicolas Parvin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, pour la petite anecdote, Nicolas Parvin et moi, on était à l'école au lycée. C'est Jardin, c'est ça? Oui, tout à fait. On était ensemble au Jardin des Essais à l'époque. Donc, bonsoir tout le monde. On a décidé effectivement C'est un aujourd'hui lycée de... d'agriculture. Comment? Comment? C'est un lycée d'agriculture. Qu'est-ce que tu as dit? J'étais de jardin moi aussi. Jardin d'essai. Il faut pas entendre les termes comme ça, non. Vous faisiez des Tu essais. essaies de faire des jeux avec notre tête, là? C'est ça que tu essaies de C'est faire? une question que je pose. Tu étais dans quel lycée, toi? Lycée de Providence. Tu étais à Providence? Oui. On essaie de Le faire meilleur lycée de la Dans Guadeloupe. un champ de canne aussi, hein? Le meilleur lycée de la Guadeloupe. Ouh. Qui a dit ça? Qui a formé les plus grosses têtes de la Guadeloupe. La preuve. Qui a décoté ça? La preuve. L'humilité, Miguel, non. Mais qui a décoté ça, Miguel? On a voté? Quoi? On a voté? Quelqu'un a voté? Mais il pour- n'y a pas besoin de voter quand les choses sont. Ah, sont donc toi tu es défaites. pro-dictature. Toi tu es pro-Poutine. Tu es pro-dictateur. Ah oui. Quoi, il y a pas le russe quoi? déjà la Ah oui, là, il connaît, il parle un peu russe. Mais justement, il a commencé à s'entraîner au russe. Il nous apprend des petits mots. La phrase du jour? Priviat. Ah! Bon, Priviat, ça veut dire quoi? Parce qu'on est largué. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bon Priviat. Captubo. Cactobo. Comment ça va? Comment ça va? Oui. Et comment tu réponds? Dis que ça va bien. Poutine. Mon pas. Non, on plaisante. Mais effectivement, bon, on a... Pas si bas. Spasiva. C'est au revoir? Non, je plaisante. Ah d'accord. Parce qu'on s'y connaît pas trop hein, pour le moment. On rigole, mais effectivement, bon, ça fait quand même 2 semaines que la Russie et l'Ukraine sont entrés en guerre. Un conflit qui était attendu pour certains, vu que la guerre dans le Donbass faisait rage depuis 8 ans maintenant. Nous, on découvre. Est-ce que vous découvrez aussi? Non, pas du tout. Non? Non, mais c'était déjà attendu. Il y avait déjà eu la guerre en Ukraine il y a 2 ou 3 ans. La guerre en Crimée à côté. La guerre du Donbass. Donc, pour moi, Moi, sincèrement, il y a pas de... c'est vrai, il y avait beaucoup de guerres, mais et c'est là où on voit quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a une forte médiatisation dessus. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que, ben voilà, on considère les Ukrainiens comme il faut leur venir en aide, ils sont en guerre, etc. Alors qu'il y a plein de pays d'Afrique aussi qui des fois sont en guerre, et les gens qui viennent en France, on les appelle les immigrés, on les appelle pas réfugiés. Les réfugiés. Voilà, il y a une grosse politique sur ça aussi. Donc toi, c'est plutôt sur le traitement médiatique qu'il y a un truc qui cloche. Oui, bon après on en fait, c'est pour ça on en parle plus que tous les autres conflits armés. Alors que normalement c'est peut-être pas aussi menaçant. Mais c'est aussi peut-être parce que la France est beaucoup plus liée à l'Ukraine et la Russie. La France est beaucoup plus liée à l'Ukraine. Moi, j'ai pas entendu spécialement de partenariat franco-ukrainien ou vu d'association franco-ukrainienne. Pour moi, la France a plus un passé commun, effectivement, avec les pays d'Afrique, donc ses anciennes colonies, Exactement. finalement, que les autres pays européens, dont ils maîtrisent pas la langue, ils maîtrisent pas non plus la culture, ni quoi que ce soit. Exactement. En fait. Ils se ressemblent physiquement, peut-être, mais au-delà de ça... Alors qu'en Afrique, on se dit non, ça ne nous concerne pas, on les laisse gérer. Et là, l'Ukraine aussi. Je pense que c'est à cause du fait que ça soit l'Europe. Mais je suis encore étonné de voir autant la France être dans le... Je ne sais pas si c'est parce qu'on est français et qu'on voit que les médias français, mais je me demande est-ce que les... Pourquoi la France est aussi à fond? Oui. Exactement. Déjà, il y a un petit élément de réponse, c'est que Emmanuel Macron est à la présidence du Conseil de l'Europe, donc forcément c'est lui qui impulse un peu la politique. Autant pour moi. Non, mais je vais répondre un petit peu parce que je pense que tout simplement l'Ukraine à un moment voulait entrer dans l'OTAN ou veut entrer dans l'OTAN. Là, c'est en train d'être remis en question. Voilà. Là. Ils sont plus trop chauds pour entrer dans l'OTAN. Ouais, et l'idée c'est que, pour moi, je pense que
chaque pays a envie de se présenter comme étant un potentiel allié de combat. Parce que après, par la suite, ben, tout simplement, il y aura des facilités d'entraide ou de transactions, enfin, peu importe. Voilà. Je pense que le nouveau schéma mondial, le nouveau copinage mondial se dessine. Oui, parce qu'en gros, parce que moi, de ce que j'ai compris, Poutine, ce qu'il a peur, c'est que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, ça fait que on pourra considérer que les États-Unis, la France, l'Europe, tout ça, sont un petit peu trop proches de lui, en fait. Parce que déjà qu'ils ont mis un missile tout près de lui, sous prétexte que c'était pour l'Iran. Oui, vous avez tous vu cette fameuse vidéo où Poutine se plaint en disant qu'il a eu il a demandé beaucoup de choses à un moment, et à chaque fois on lui a dit non, on l'a envoyé balader, donc maintenant il a fait ce qu'il avait à faire. Alors, après, voilà. Alors, Nicolas, Oui, donc, tu t'intéresses justement à la géopolitique. à la science politique plus généralement. C'est vrai que c'est un conflit qui a un historique qu'on pourrait situer à partir de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la chute du bloc soviétique et avec à l'époque de Mikhail Gorbatchev, qui était à l'époque président, il avait négocié, il avait eu un accord en principe sur une promesse d'absence d'extension de l'OTAN vers l'Est. Mais c'était une promesse non écrite, c'était un acte verbal. Et force est de constater qu'il y a eu effectivement, au fil des années, beaucoup d'anciens pays du bloc soviétique qui ont adhéré à l'OTAN. L'OTAN dont sa création a été, dès le départ, un moyen, une solidarité militaire, entre autres, contre le bloc de l'Est, déjà à l'époque de l'Allemagne. Enfin, il y a tout un historique qui fait que l'OTAN est par définition opposée à l'Est. Et d'ailleurs, il y a eu le pacte de Varsovie en réaction par rapport justement à la création de l'OTAN, qui est de même une solidarité, une sorte d'OTAN de l'Est. Et du coup, il y avait déjà, dans ce contexte de guerre froide, une tension Russie Est-Ouest. Et bien sûr, l'Ukraine, dès le départ, avait déjà été mentionnée par Poutine. Alors, je ne fais pas la défense de l'invasion de l'Ukraine, loin de là. On reste sur les faits. Mais d'un point de vue purement factuel, il y a des vidéos qui montrent qu'il avait toujours posé son veto sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, il y a plusieurs logiques dans ce conflit, dans cette invasion, sans vouloir être trop méticuleux dans les détails. Il y a une logique internationale, donc bien sûr la grande avancée de l'OTAN et la protection des frontières. Et il faut connaître la doctrine de Poutine, c'est que quand on n'a pas le choix, on attaque en premier. Donc il préfère garder l'initiative militaire plutôt que de subir. Et on sait que les Russes sont de très bons joueurs d'échecs et que l'échec a été créé pour ça. Donc ils font de la stratégie en fait militaire en ce moment. Ils font presque une guerre par prévention. Presque une guerre préventive. Alors, un génocide peut-être qui allait être perpétré dans le Donbass et que de manière préventive, ils préféraient intervenir un peu sur le modèle de ce qui s'est passé au Kosovo. Alors, effectivement, déjà sur le vocable guerre, on est d'accord que c'est un vocable de l'Occident, puisque en Russie, il est interdit d'utiliser ce vocable. On parle d'opération militaire spéciale, on parle d'une opération de sauvetage. En fait, la Russie, dans le mainstream, les médias mainstream du pays, sont en fait des sauveurs des séparatistes pro-russes qui sont vraiment menacés, tués par le gouvernement ukrainien. Alors, vous voyez, les discours sont diamétralement opposés, puisque vu du camp de l'Occident, vu de chez nous, en fait, vu de chez nous, la Russie, c'est le méchant. C'est le méchant qui envahit son petit voisin faible ukrainien, qui d'ailleurs demande de l'aide à l'OTAN. C'est exactement ça. Mais c'est une aide.
Mais, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. mais Oui, mais c'est une aide qui doit être gérée avec, je pense, beaucoup d'intelligence pour ne pas tomber dans une escalade qui amènerait à encore plus de conflits, plus de victimes et beaucoup plus de conséquences, y compris pour nous en Guadeloupe, puisque nous sommes une région ultra-périphérique d'Europe, française, et nous savons déjà que l'Union européenne, par exemple, dépend à 40% du gaz russe. Elle est importante. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourrait être menacé? Franchement, déjà, des alliés que pourrait avoir la Russie, ça pourrait être Cuba, mais franchement, Cuba a plus à faire avec les États-Unis qu'avec nous, normalement. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas justement à l'abri d'un regroupement en deux blocs, en fait, et que chacun, justement, choisisse un positionnement, qu'on ait Cuba qui se positionne pour la Russie, on a le Venezuela peut-être qui va rentrer en ligne de compte aussi, Oui. la Chine qui rentre aussi derrière la Russie, les Coréens qui vont peut-être suivre. On a peut-être deux blocs qui sont en train de se dessiner, style guerre froide, post-seconde guerre mondiale. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, mais il y a des petits yachts qui sont russes et en surveillance dans les Antilles, au niveau des Antilles. Ah, il y a des yachts russes surveillés. Ouais. Clairement, on est impacté. Pour moi, on est impacté. Parce qu'on est, comme Nicolas le disait, on est dans l'espace européen. Donc forcément, nous, on ne veut peut-être pas se mêler dans tout ça, mais eux... C'est vrai qu'il y avait des histoires de Russes qui achetaient des endroits, mais après... un peu partout, les milliardaires... C'est un peu parano. Peut-être que, voilà, mais je pense que c'est des citoyens guadeloupéens, entre guillemets. Comme tous nos citoyens. Est-ce qu'on a des anti-chars, anti-missiles, tout ça? Non, on n'a rien de Il y a tout pas ça. vraiment d'anti- Non, nous, on n'est pas... Parce qu'en temps de guerre, il faut quand même être clair, c'est-à-dire, si la Russie peut prendre position près de nos eaux territoriales, et ils vont le faire. S'il y a Clairement. intérêt, ils vont le faire, ils ne vont pas s'empêcher. S'ils attaquent l'Ukraine en Europe, c'est pas en Guadeloupe, Martinique. Ils vont pas nous attaquer. Non, on n'est pas à l'abri. Est-ce que nous, directement, c'est-à-dire moi, quand je me réveille le matin, je me sens impacté? Non. Mais si on regarde de point de vue de géopolitique et de point de vue de la dynamique d'une guerre, Ah, donc juste pour mettre la pression à la France, tu penses qu'ils Tout est pourraient possible. nous embêter? Mais quelle pression? Et que- Est-ce que ça va c'est une pas- forme de c'est-à-dire, réelle je ne suis pas en pression? train de dire qu'ils vont le faire, que c'est ce qu'ils vont faire, parce que comme j'ai dit, le matin quand je me réveille, je ne me sens pas touché par la guerre. Et moi, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que ce soit vraiment une pression et plutôt pas Je dis pas une espèce forcément. de soulagement pour la France Je que dis- la Guadeloupe n'existe pas? Toi, tu veux qu'on nous raide la carte, Miguel? Arrête. Ça, c'est une autre question. Mais je pense que d'un point de vue d'une dynamique de guerre, tout est possible. Bien sûr, bien Sur sûr. le plateau, il y a trois semaines ou bien un mois, on disait que la Russie qui attaque l'Ukraine, c'est quasiment impossible. Ils l'ont bien fait. Donc Oui, après, oui. tout est possible. Moi, je dis, on ne devrait On pas... parlait de vraie guerre. On ne devrait pas mettre de côté... Oui, mais Mais faut- ne mettre de côté on parle aucune de- option. On parlait de vraie guerre, En c'est-à-dire temps de guerre, échange de- pour moi, il n'y a pas d'hypothèse. Il y a vraiment des actions qui peuvent se faire. Donc après, c'est à nous de le savoir. Et, bon, si j'ai un char antimissile, de le mettre devant, au cas où, peut-être si je pourrais On n'aura rien. défendre à Romulus. Moi-même, j'irai me réfugier à la soufrière et on attendra que ça passe. Donc, concernant l'éventualité d'une pseudo-guerre froide des temps modernes, c'est-à-dire la création de deux camps, moi je pense qu'on est plus dans une configuration de type multipolaire, où on a des alliés qui sont un peu en retrait comme la Chine, mais que la Chine reste un sujet important et un enjeu important pour les États-Unis. On sait qu'il y a une rivalité, et la Chine est également aussi comme assez proche de la Russie. On a l'Allemagne qui importe 50% de son gaz. 50% de son gaz provient de la Russie. Mais ils sont pas très chauds pour Mais les sanctions nous aussi, vers la hein. Russie. Hein. Ben En Allemagne, ils sont pas très chauds. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir, je pense, une diplomatie proprement européenne ou de l'Union européenne, tout simplement parce que les situations ne sont pas du tout les mêmes. Ça sera beaucoup plus difficile de mener une politique de type bloc comme à l'époque de 1947 qu'actuellement, puisque les États-Unis ils ont déclaré aujourd'hui mettre un embargo sur le gaz russe, mais eux, ça ne leur concerne que pour 8% de leur importation. Et c'est beaucoup plus gérable. Et selon les sources, c'est 3%. Donc ça ne représente rien ou quasiment rien. Mais ils sont déjà quand même en train d'anticiper. C'est pas grand-chose, mais ils anticipent déjà. Et hein. ça demande quand même une adaptation. Là, on parle de 50%, c'est-à-dire la moitié.
du jour au lendemain. Bien sûr qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça à la légère. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'intelligence et je crois que le président Macron s'était déjà prononcé dans ce sens, qu'il va falloir avoir une diplomatie propre pour défendre nos propres intérêts. Puisque on l'a vu récemment, c'est un sujet autre, mais c'est quand même les relations internationales. Des contrats se passent, on passe derrière et on les Les sous-marins, là, tu parles de sous-marins, oui, tu oui, parles tout à de fait. quelques avions de chasse. Oui, tout à fait, mais ces quelques avions représentent des milliards, dizaines des de milliards, milliards clairement. pour les entreprises françaises. Et je rappelle que c'est notre économie nationale. Donc ça nous impacte indirectement, puisque quand on fait pour compenser des levées de taxes, etc., ben, c'est un peu le citoyen lambda qui le paye indirectement. Mais de toute façon, c'est toujours le citoyen qui paye la facture en fin Eh bien, de on course. essaie justement de travailler à une autre logique. D'après les propositions que font les différents candidats, on essaye aussi de s'intéresser à ceux qui profitent un peu. Profitent, alors c'est un terme à ne pas mal interpréter, c'est-à-dire que ceux dont l'activité a été boostée par la crise, qui, dans le jeu de la solidarité nationale, qu'elle soit aussi que ces mêmes entreprises. Donc les entreprises pharmaceutiques un peu, qui Logiquement. devraient finalement reverser une partie de tout cet argent qui a plu pendant 2 ans. Et puis peut-être aussi de grands groupes qui ont fait des bénéfices records comme les groupes Total, etc. D'ailleurs, Total va en souffrir un petit peu. C'est le groupe Total, c'est le groupe Engie aussi. Donc c'est tout ce qui est le gaz de France et apparemment la situation est très complexe pour eux avec. Mais déjà que la situation de Total était compliquée en Afrique, bon, c'est en train de se compliquer partout pour eux. Mais, voilà, donc après c'est une crise. Vous l'avez vous-même souligné, il y a une guerre de l'information. Il y a une propagande qui fait que, effectivement, les idées propagées par les uns et les autres sont en conflit et il est difficile de se prononcer en même temps alors que le conflit est en cours et que beaucoup d'éléments ne peuvent être vérifiés, en fait. Beaucoup de chiffres ne peuvent pas encore être vérifiés. Donc il est difficile de parler avec certitude de certains éléments, mais on peut constater déjà les logiques mises en œuvre. Et les discours qui sont tenus. Moi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours sur place et qu'il y a vraiment une guerre de communication vraiment des deux camps. Ils s'accusent mutuellement des mêmes choses, quasiment. C'est un peu le principe au final. Tout à fait. Et personnellement, en toute humilité, je ne suis pas très surpris Alors, je ne pouvais pas dire quand ça arriverait, mais je ne suis pas très surpris qu'il y ait encore des tensions et des conflits avec l'Ukraine. C'est Montesquieu qui, dans l'esprit des lois, dans son livre de l'esprit des lois, qui disait qu'il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Or, la prise de la Crimée par la Russie, en quelques... Ça a été très rapide et ça a été même assez étonnant puisque effectivement on avait des militaires ukrainiens qui étaient gardés, contenus, emprisonnés par des grands frères russes entre guillemets. C'était pas une guerre sanglante, je veux dire comme on pourrait s'y attendre quand on parle on pense à la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu une prise de la Crimée et ça a montré une faiblesse qui a été tolérée par la communauté internationale. Il y a eu des sanctions, mais des sanctions qui étaient ironisées dans certains journaux télévisés et qui n'ont finalement pas empêché cet engrenage. Donc moi, il y a peu de temps, personne ne pouvait supposer de manière de pouvoir affirmer de façon très claire l'invasion de l'Ukraine. Alors là, il y a une menace du nucléaire, donc on passe d'une peur... Est-ce que c'est sérieux ça? Alors, est-ce que c'est pas vraiment sérieux? En tout cas, elle est avancée. Elle est avancée en cas d'intervention d'autres pays. Voilà. Et je parlais de soutenir l'Ukraine, ce que on pourrait dire je suis l'Ukraine, mais c'est très important de faire attention à la forme que peut prendre cette aide, car si les... Et justement, venons-en à cette aide qui est portée à l'Ukraine, principalement. Bon, ils sont en guerre, donc ce que le président Zelensky demande, ce sont principalement des armes et des équipements de protection. Il s'est encore plaint aujourd'hui de ne rien voir arriver, que les avions qu'on lui a promis n'avaient pas atterri. Israël, j'ai écouté les propos d'Israël. Israël refuse d'envoyer même des équipements de protection. Ils ont dit qu'ils s'aligneraient
s'éloigneront sur les États-Unis si la situation se dégrade. Donc, clairement, il est parti dans une collecte d'armes mondiale qui est cautionnée en partie par la communauté internationale et l'Europe, qui pour la première fois débloque un budget pour financer des armes. Tout à fait. Est-ce que c'est normal ? Alors oui, dans un sens, il est tout à fait normal de soutenir, on va dire, notre conception de la démocratie. Notre conception de la démocratie. Oui, parce J'aime que, beaucoup. Oui, notre conception, puisque vous discutez avec certains ressortissants de pays de l'Est, et ils vous disent que la démocratie pour eux, ça n'a pas forcément le même sens que pour nous. Mais dans tous les cas, dans notre conception de la démocratie, et surtout un pays doit être, on va dire, indépendant. Il y a une notion d'autonomie du pays, d'indépendance. Et donc forcément, dans la conception de l'Occident, l'Ukraine est libre de choisir son entrée ou pas dans l'OTAN. Mais ça, c'est sans compter sur, bien sûr, les tensions qu'il y a déjà entre la Russie et ce qu'elle appelle par l'intermédiaire de son président, les Occidentaux, qui en fait représentent essentiellement le bloc avec les États-Unis en tête. Donc bien sûr, envoyer des secours, faire de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire, c'est normal, et même l'aide militaire, mais une aide militaire qui ne doit pas être interprétée comme étant une intervention directe, parce que là... Justement, c'est bien à ce dessin-là qu'ils priorisent l'envoi d'armes. C'est pour bien spécifier, nous on ne prend pas part au conflit, on ne rentre pas sur le sol ukrainien, mais par contre, on fait des petites livraisons de matériel de façon à ce que vous puissiez vous défendre. Mais personne ne veut s'aligner avec l'Ukraine sur ce front de guerre, en fait. Parce qu'en fait, moi, honnêtement, j'ai du mal avec certaines interventions. Quand, par exemple, le président de l'Ukraine dit qu'il demande une protection de l'espace aérien, de son espace aérien directement par l'OTAN. Cela implique que tout avion, donc les avions russes en l'occurrence, on parle dans un contexte bien précis, qui pénétrait cet espace aérien, pour être abattu. Non pas pourrait, mais devrait l'être, et le serait par les moyens de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN directement serait en conflit direct. Mais ce serait une déclaration de guerre. Ben oui, Direct. Et on parle de puissance nucléaire. Et ils essaient d'éviter ça. On sent bien qu'ils ne veulent pas que le conflit explose réellement et en perdre la maîtrise. Donc il n'y aura pas d'intervention. Je ne pense pas qu'il y aura d'intervention de l'OTAN. Tout le monde serait perdant au final. Guerre nucléaire. Hein. Mais clairement. Bon, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais clairement, même si la Russie a des moyens largement supérieurs face même aux Américains qui sont aux Américains, ils se sont préparés longtemps. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à perdre sur les quelques missiles qu'a l'Europe et l'Amérique, ils ne sont pas prêts à perdre même un gramme de ce que représente la Russie. Donc concrètement, ça va beaucoup se jouer sur les dissuasions. Enfin, le côté dissuasif vraiment. Oui, mais c'est joué au gros bras. Hein. C'est joué au gros bras. Mais sincèrement. Si il voulait envoyer le missile, il l'aurait déjà fait. Ça prend 15 minutes. Ah, ce serait déjà fait. Le missile n'a pas besoin d'être aux frontières de l'URSS et il peut être à l'autre bout de la planète. Arriver en France. Ouais. Tranquillement. Je crois qu'ils ont des 10 000 km de portée, leurs missiles. Donc, ils peuvent c'est atomiser. Des missiles intercontinental et c'est juste en dessous du non légal, c'est-à-dire, enfin le non légal maintenant, entre tous les pays, c'est les missiles orbitaux. Missiles orbitaux. Ça veut dire que le missile peut aller à l'autre bout de la Terre. On est resté dans une limite. Il y a mais bon, les Russes, ils ont quand même des petites technologies là. Il y a une loi, mais je me suis vraiment renseigné sur. On va parler des armes qui peuvent tous nous anéantir en quelques secondes. Mais a priori, bon, les grands chefs d'État l'avaient dit qu'un conflit armé à l'échelle mondiale, ça servira à rien, hormis tout casser et faire beaucoup de pertes. Que des maladies et des virus seraient beaucoup plus rentables à disséminer pour mener un conflit. Entre autres.
n'est-il pas? Donc, on se quitte pour une petite page de publicité et on reviendra avec nos invités en plateau. Et j'ai besoin de parler justement sur les armes avant d'en venir aux armes vraiment utilisées, sur leur envoi, puisqu'elles ont été envoyées au peuple ukrainien pour certaines. Elles sont disséminées un petit peu à travers le pays. Et j'aimerais que tu nous parles justement de ces nazis, puisque Poutine nous parle de ces néo-nazis, notamment du bataillon Azov, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait mes petites recherches dessus. Ouais, j'ai fait mes petites recherches, ils sont pas commodes, les gars. Effectivement, ils ont des petites idées un petit peu bizarres, hein, nostalgiques du nazisme, n'est-ce pas? Visiblement, il serait une poignée d'hommes. Certains disent qu'ils sont juste une petite poignée en Ukraine, d'autres disent qu'ils sont quand même plusieurs milliers et qu'ils ont leur poids dans la guerre. On reviendra dessus juste après la paix. Retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec Yoël, Mayembe, Nicolas et Miguel. Et on va revenir justement sur la présentation, on va partir sur vraiment des éléments concrets de ce qui se passe en ce moment en Ukraine avec Yoël. Et oui, après cette très belle introduction qu'on a pu commencer sur comment ça s'est passé, nous allons faire un récapitulatif de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, diapo suivante. Maintenant, ça a commencé depuis le 24 février et on n'est qu'à 12 jours. On aura l'impression que ça fait très... J'ai l'impression que ça fait 2-3 mois. Sincèrement, j'ai l'impression que ça fait 3 mois. C'est tellement intense que c'est compliqué. Diapo suivante, s'il te plaît. Et pour dire, même il y a certains sites d'information, les gars, ils prennent des pauses. Parce que comme ils ont tourné H24 pendant 10 jours, il y en a, ils ont dit ils se mettent en stand-by. Et les commentaires que j'ai appréciés, c'est on va prendre un peu de recul, parce qu'ils sont très pro-ukrainiens, puisque bon, c'est un peu notre camp. Ils sont très pro-ukrainiens. Et là, comme il y a des données qui sortent et qu'il y a des discours qui... là, on commence à... Il faut qu'on prenne du recul. Oui, oui. La situation est tellement compliquée qu'en ce moment, on sait... Ils sont à plaindre. Il faut savoir que l'Ukraine, il y a 41,4 millions d'habitants. Et sur ces 41,4 millions, il y en a 18 millions qui sont impactés par l'événement. Donc déjà, ce 41 millions, comment vous voulez gérer ça? Presque 50% de la population quand même. Hein. Ouais, c'est les chiffres de l'OTAN. On va pouvoir voir sur la diapo suivante que, en fait, là, c'est la répartition des personnes impactées. En haut à droite, vous voyez le nombre de... la population totale, c'est 41,4 millions. Les 18 millions impactés, dont 12 millions qui veulent gérer et 6 millions qui sont en urgence un petit peu, qui sont ciblés, comme ils le disent. Alors là, c'est un schéma que l'OTAN partage. Il faut savoir que tous les jours sur la situation, ils partagent en ligne tout un rapport sur la situation et sur leurs aides apportées. Alors il y a un truc intéressant sur cette carte, c'est qu'on peut voir effectivement que l'Ukraine est limite scindée en deux. Puisqu'il y a une zone où il y a beaucoup d'évacuations, donc la zone Est où il y a beaucoup d'évacuations, et la zone Ouest par contre, quasiment blanche. Et on parle de 2 millions déjà d'émigrés ukrainiens. À travers l'Europe, voilà. 2 millions de personnes qui ont déjà traversé donc les frontières. Et on peut un petit peu aussi se représenter de comment la Russie a envahi, parce qu'on peut voir qu'ils sont directement allés à Kiev, tout en haut, au milieu. Et en cette journée internationale de la femme, j'aimerais faire un clin d'œil aux soldats femmes de l'armée ukrainienne, qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'engagés civils dans la défense dite territoriale, donc qui est armée, mais qui n'est pas officiellement de l'armée, et qui pourtant défend bien le territoire ukrainien. Exactement. Donc hommage au courage de ces femmes, hommage au courage de ces hommes, de tous ces civils et qui prennent les choses en main et qui sont défenseurs de leur pays. Ça, c'est vraiment... C'est à saluer, hein, c'est à saluer. C'est vrai que de passer de citoyen lambda à soldat pas entraîné du tout, mais qui est déjà sur le front, ça laisse réfléchir. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que cela fasse avancer le droit des femmes. Savoir que beaucoup de mouvements féministes sont partis d'Ukraine. Et les périodes de guerre sont souvent des périodes où le rôle de la femme est valorisé, où elle dépasse les limites ou les carcans dans lesquels elles étaient placées en temps normal, entre guillemets, et pour montrer que finalement elles sont capables de choses qui sont mais nous, ça, on le sait. Mais bon, ça, il faut expliquer ça aux gens qui gèrent ces sociétés patriarcales qui relèguent les femmes au second rang, alors que non, techniquement... Bien sûr, elles ne sont pas toutes à des postes où il faut vraiment se battre, se confronter directement, mais il y en a quand même sur les fronts.
Et donc, rien que pour cela, ça mérite d'être quand même remarqué en cette journée internationale de la femme. Je salue ma mère et toutes les femmes de la Guadeloupe. C'est vrai que clin d'œil très important. Bonne petite parenthèse, très bonne Non, petite c'est parenthèse. important, Mais elles sont c'est raillées important aussi. de On gérer se ça moque un avec, peu aussi des soldats ukrainiennes parce que justement ce sont des femmes. Hein, ils sont un petit peu machos par derrière là-bas. Hein. Ah, mais justement, on va voir sur la diapo suivante enfin sur l'une des diapos, mais déjà sur cette diapo suivante, on peut voir là où il y a eu des altercations. Il faut savoir que ce n'est pas forcément l'armée ukrainienne qui se bat, hein. C'est aussi la population. Oui. Donc on se moque peut-être des femmes ukrainiennes, mais ils subissent, hein. C'est la population qui se bat actuellement, hein. Pas que les militaires et pas forcément l'armée. Il faut savoir que le matériel de l'Ukraine date de la de la guerre froide. Donc comparé à la Russie qui s'est préparée, c'est compliqué. Donc sur cette carte, on peut voir les points éclatés là où il y a eu des altercations. Et en fait, si vous regardez sur les pays de gauche, vous pouvez voir des bulles bleues. Les bulles bleues sont en clair on va dire immigrés ou réfugiés, les réfugiés ukrainiens qui ont dû partir. Et vous pouvez voir les petits points noirs sur la gauche, qui sont les points où justement ils peuvent s'échapper pour dire est-ce qu'on peut passer. On voit un avion en plein milieu avec un petit message. En fait, il faut savoir que cet aéroport a été saisi très très vite par la Russie et c'est d'ailleurs pour cela que c'est compliqué pour les Ukrainiens de partir facilement de l'Ukraine. Donc, les Russes qui ont plusieurs aéroports d'ailleurs sur le territoire déjà. Ah ouais, ils ont pris le contrôle totalement et on peut voir comment ils sont allés. Mais ce qui est paradoxal aussi, j'ai pas très bien compris pourquoi ils refusaient, c'est que le président donc de l'Ukraine refuse les couloirs humanitaires qui sont mis en place par la Russie. Donc ça, il faudra qu'on creuse un petit peu. En fait, que les couloirs humanitaires amènent vers la Russie ou dans certaines zones contrôlées par la Russie en fait. Donc il est contre apparemment, c'est ce que alors, il a dit, après savoir ce que c'est vraiment. Alors c'est très important. Alors concernant ces couloirs humanitaires, les discours diffèrent et certains disent qu'ils sont quand même ils doivent être maintenus et qu'ils sont protégés. Alors bien sûr, en période de guerre, c'est pas évident mais il faut faire attention à distinguer quand même la propagande de faits réels et donc ne pas tomber non plus dans un manichéisme qui pourrait nous éloigner de la réalité. C'est d'ailleurs pour ça que je mets mes sources sur les diapos, parce qu'on peut voir que cette guerre, on en reviendra avec Motunde, et se bat beaucoup sur un petit peu les apparences. Donc, par exemple, non mais clairement. Déjà, le vocabulaire et la sémantique qui est utilisé est littéralement dans l'exagération. Quel que soit le camp, c'est littéralement dans l'exagération. Au début, il n'y avait pas beaucoup de communication pendant jusqu'au 3 mars. On va voir jusqu'au 2 mars, pardon. On va le voir sur la diapo suivante où on voulait avoir des informations sur la situation. Chacun a fait sa communication à sa manière. C'est-à-dire que l'Ukraine a annoncé qu'il y avait plus de 2000 civils morts. Au début, ils ont dit qu'il y avait plus de 2000 civils morts de leur côté. Et la Russie, eux, ont dit, oui, on a 500 morts confirmés et 1597 blessés. Donc, par rapport à ça, l'Ukraine a complètement changé de stratégie de communication, là où finalement, on peut voir sur la droite, sur la diapo suivante, on verra qu'il y a une publication qu'a fait le ministère de l'Ukraine sur les pertes de la Russie sur la guerre en fait. En détail, oui. La guerre. L'opération spéciale, comme dit la Russie. Et en fait, on peut voir qu'ils font une communication, là c'est sur Facebook, hein, vous pouvez le voir tous, hein, mais ils ont fait une communication de qu'est-ce qu'ils ont détruit chez des Russes qui sont rentrés dans leur territoire. Donc j'ai fait un petit résumé, c'est un tout petit là.
Donc c'était en 2 sur la diapo On a des suivante. tanks, on a un peu tout. Il y a d'ailleurs plein de vidéos qui ont circulé où on voit les Exactement. Ukrainiens qui mettent le feu à des tanks, à des équipements. Exactement. Là, Et des choses là, comme ils ça. ont complètement changé de stratégie, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de montrer aux Ukrainiens que ils sont en train de gagner. De gagner. En tout cas, Oui. Parce que sur le plan international, on a Exactement. donc la communication à faut l'aide, nous à l'aide, à l'aide au aider, secours, exactement. et on a besoin d'aide, et sur place, puisque c'est une guerre, donc tu peux pas dire à tout ton peuple on a déjà perdu, parce que, n'est-ce pas, tu vas démoraliser tes troupes. Donc là, effectivement, sur le territoire, on est en train de gagner, on gagne, les Russes se sont aux abois, on en a déjà exécuté, je crois, 4000. exactement. Bah, Ils disent 3000. Ou 3000 en ce moment. Ils disent 3000, sauf qu'on ne peut pas vérifier ces Oui, chiffres. exactement. C'est pas vérifiable. Personne ne peut vérifier. Déjà, l'Ukraine, on ne sait pas. Mais en tout cas, le ministère ukrainien a annoncé qu'ils ont eu plus de 5840 soldats. On parle de pertes, pas forcément Oui. de morts, donc peut-être des prisonniers. Et il y en a beaucoup, on en verra tout à l'heure. 211 tanks, 862 blindés, 85 d'artillerie, etc. Système etc. d'artillerie. Je vous épargne la liste. J'en ai fait une plus concise sur la diapo suivante, où concrètement, on peut voir que ils ont quand même battu pas mal de choses. Mais on voit qu'il y a une grande guerre de communication. Parce qu'on n'a pas que- les preuves. On n'a pas Exactement. les preuves, on n'a pas les visuels. C'est Et vraiment la très Russie compliqué. est très discrète sur ce sujet parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Ça se sache. Mais c'est ce que j'ai trouvé. Ils pensaient que ça serait plus facile. Mais c'est ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est qu'en temps de guerre, annoncer des chiffres effectivement qui pourraient galvaniser les troupes, pourquoi pas, mais dans un même temps, en fait, la communauté internationale observe, et quand on voit que tu mitonnes, c'est pas bon pour l'image du pays, ni pour la guerre qu'il est en train de mener. Concrètement, sa communication est en train de le desservir. Mais on voit que c'est pas... Bon, je vais pas dire que c'est la première guerre qu'on fait un petit peu sur les réseaux sociaux, Ah, mais si. on voit l'impact C'est la première guerre en des live. réseaux sociaux sur, C'est la première guerre en live. À ce stade-là, on n'avait pas encore vu ça. Sincèrement, sur un conflit armé, là, on a des gens qui sont au Vous allez front, voir, qui se filment, qui c'est un filment. autre niveau, C'est un autre niveau. Sur la diapo suivante, on va voir qu'il y a un site qu'ils ont créé Pour les recruter Ukrainiens. Non, pas pour recruter. Quand ils capturent des Russes, ils les filment pour la Russie. C'est-à-dire, ce site est en russe, là je l'ai traduit. En russe, ils les filment pour les envoyer aux Russes en disant, voilà, vous pouvez chercher des personnes de votre famille et on vous dira si on les a capturés ou pas et s'ils sont encore vivants. Ils font Donc, pareil. Exactement. Ça leur permet déjà de montrer aux Ukrainiens qu'ils sont en train de gagner et qu'il y en a qui regrettent parce qu'ils s'amusent à leur faire dire devant la caméra Oui. des choses. Et en plus de ça, côté russe, de les sensibiliser. C'est pour ça qu'il y a des manifestations au sein même de la Russie. Donc, pour montrer le petit côté humain. exactement. effectivement de Ou on ne veut pas du mal, vous nous envahissez, Voilà. mais on préfère vous capturer et ensuite vous remettre à Mais vos je le familles si dis, possible. ils ont pris ça sur le modèle russe parce que dans les premiers jours d'intervention, je crois même dès le premier jour d'intervention, les Russes avaient commencé à poster justement des vidéos où je dirais pas qu'ils mettaient en scène, ce serait peut-être exagéré, mais pour moi c'est un petit peu scénarisé tout ça, où ils filmaient justement des soldats ukrainiens capturés, ils leur donnaient des cigarettes puisque tout le monde fume là-bas, donc ils leur donnaient des cigarettes. Et ils sont menottés les mecs, mais ils leur allument une petite cigarette et ils montrent à leur famille qu'ils vont bien et qu'on sort. Donc, Et Ouais, ils jouent normalement, la même- ce ils site jouent le était même ouvert. jeu. Il était ouvert au public pour tout le monde, mais maintenant ils l'ont fermé parce que bon, c'était un peu compliqué. Et ils l'ont transformé en Telegram, comme on pourra le voir sur la diapo suivante. Donc si ça intéresse des gens, je ne cautionne pas vraiment, mais au moins. Telegram, on ne sait pas s'ils vont être bannis. Moi, je me pose la question. Justement, à cause de tout ça, voilà, ça permet. Et on peut voir que le marketing a une énorme influence sur sur ce genre d'événements en fait. On voit que finalement c'est devenu purement marketing, purement politisé et purement c'est du paraître un petit peu. Donc Moi, je dis c'est scénarisé. Moi, franchement, on aurait dit qu'on est dans un movie là. Mais bon. Mais après, il faut savoir que toutes les guerres subissent ou sont orientées avec le marketing de toutes les façons. On prend l'exemple de M. Colin Powell qui est venu avec une fiole d'anthrax sur un plateau et qui a dit voilà, j'ai reçu une fiole d'anthrax. Alors Les armes de destruction massive. alors que s'il l'ouvre dans la pièce, là, il dit tout le monde a un problème. Donc c'est juste pour montrer que c'est Déjà que tu viens avec une arme de Une arme destruction massive dans ta main. dans là. ta main, alors qu'il n'y a que des chefs d'État autour de toi. Enfin, je sais pas, donc ça paraît bizarre. Il y a eu aussi, durant la guerre du Koweït, la petite fille là, qui est venue pleurer en disant oui, ils ont attaqué des civils et autres, alors qu'on sait que c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Donc il y a toujours eu ces manipulations.
la France l'a fait, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manipulation, tout le monde a accès. Enfin, l'influence et la manipulation, tout le monde y a accès. Donc, quand on regarde les infos français, ou peu importe, il faut savoir qu'il y a une manipulation à travers tout ça. Je prends l'exemple d'une chaîne connue. Je ne sais pas si c'était le nom, pour que le Canada n'était pas On peut nommer nous. Donc TF1, j'ai regardé le journal samedi ou dimanche, je ne regarde pas tout la télé. Les 45 premières minutes, c'est on soutient l'Ukraine, c'est très important. Alors, l'église, Toulouse, les enfants, les parents, tout le monde soutient l'Ukraine. Et à la fin, ils finissent avec le terroir français pour dire que la France est puissante. C'est une grande action de communication, de marketing, qui est plus de propagande déguisée. Et comme on sait qu'il y a le hard power, le soft power, donc du coup, on fait glisser les choses pour que, de point de vue marketing, que l'on puisse avancer et sensibiliser les gens aux problèmes qui restent en fin de compte aujourd'hui. Donc voilà. Après, vas-y, non, mais après, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ce marketing, il est ambiant, c'est-à-dire il est autour de nous tous. Et gérer les réseaux sociaux par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui existe, oui, c'est qu'une guerre. On sent justement que. Moi, je dis pourquoi je dis que c'est scénarisé, c'est parce que les réseaux, effectivement, ça change un peu la donne. Parce que tout le monde connaît l'impact. Donc, il y a plein d'impacts. Par exemple, côté économique, avec comment, je ne sais pas si vous avez remarqué, le rouble qui a chuté. Oui. Parce qu'il y a des évasions qui sont tentées et ça a eu des impacts sur nous indirectement. Comme pourrait en parler Miguel, qui est vraiment au sein de tout ce qui est crypto-monnaie actuellement. Alors, ça va survivre la crypto ? Elles vont survivre les cryptos à la guerre ? Alors, pour répondre à ta question, normalement non, mais pour le moment oui. Les cryptos ne vont pas survivre ? Comment ça ? T'es sérieux ? Oui. Mais pourquoi ils sont en plus ? Mais non ? Non mais attends. Non, tu rigoles ou bien t'es Non, sérieux ? je suis sérieux. Explique. Alors, à l'heure actuelle, quoi? Mais calme-toi. Non, parce que ça m'interpelle, puisque j'ai entendu un hacker russe qui disait que c'était la fin, justement. Comment il disait ça ? Que c'était la fin du marché, mais du marché boursier. Attends. Russe. Pour le moment, la crypto-monnaie utilise pas mal d'énergie. Donc, tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour régler ce problème, dans un futur proche, sachant que les minerais vont bientôt disparaître, il faudra utiliser de nouvelles matières premières, potentiellement la crypto est menée à disparaître. D'accord. Parce qu'elle coûterait trop cher à produire. Oui, mais de toutes les façons, c'est pas que la crypto qui va disparaître. Même les monnaies normales, parce que justement, les monnaies actuelles et les échanges entre les banques fonctionnent avec le système qu'on appelle système SWIFT. Donc, on en a entendu parler, oui. Voilà, beaucoup. Donc c'est un système de messagerie, on va dire, qui permet aux banques donc, d'échanger des informations entre elles, donc d'un utilisateur à l'autre, de banque à banque. C'est-à-dire, moi je te fais un virement, que tu habites par exemple en France ou que tu habites aux États-Unis ou autre, ça fonctionne avec le système SWIFT. Ok. Simplement, ma banque va dire que je t'ai donné par exemple 50 €. Ok, 50 €, ils vont être convertis donc en dollars si tu es aux États-Unis. Enfin voilà. Ok. Donc il n'y a pas d'échange réel d'argent entre les personnes. Donc ce sont des échanges d'informations. De données quoi. De données, voilà. Et la dernière fois, on avait parlé donc de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie fonctionne avec le système de la blockchain qu'on avait expliqué. Donc ce sont des blocs dans lequel on a donc des informations, d'accord, qui sont confirmées non pas par des banques, mais par des utilisateurs indirectement, d'accord, par leur ordinateur. Voilà. Et donc, ce qui rend donc ce système aussi, fiable que le système SWIFT. Alors, juste pour info, le système SWIFT appartient donc à l'entreprise SWIFT qui est basée en Belgique, d'accord. Donc, c'est une entreprise physique, d'accord, qui n'appartient ni aux États-Unis, ni à la France, ni à... Enfin, voilà. Donc, la Russie subit donc des pressions budgétaires. En tout cas, ils essaient de faire la Russie subir des pressions budgétaires de façon... en mettant des pressions diplomatiques. En gros, en essayant de... Comment dire, d'encourager donc l'entreprise SWIFT à bloquer les transactions des Russes. Et donc, du coup... la Russie avait déjà, dans un premier temps, essayé de mettre en place un canal alternatif qu'ils ont appelé SPFS, qui fonctionne un peu comme le système SWIFT et qui,
a été adopté notamment par leurs alliés, la Chine et d'autres pays. Mais à l'heure actuelle, on a constaté qu'il y a donc une augmentation des achats de crypto-monnaies par la Russie pour en fait pallier aux contraintes que veulent faire... À toutes les pertes engendrées par... Voilà. Et donc du coup, je ne sais pas si on a les diapos... Pour les dernières diapos, c'est laquelle? Les diapos avec les courbes sur les achats de crypto-monnaies, si on n'a pas... Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Mais oui, là, donc là, on a donc la courbe, si vous voulez, c'est le cours, on va dire, donc de la crypto-monnaie, donc le Bitcoin, BTC, en rouble, qui est la monnaie russe. Donc on voit qu'en fait, à partir du début de la guerre, ben, les achats de roubles, de crypto-monnaie en rouble ont augmenté et ils continuent d'augmenter. Et donc, quasiment doublé. Voilà, quasiment doublé. Alors que, il y a quelques mois, ou je crois, mais c'est même quelques semaines, en tout cas, au moment où il n'y avait pas encore cette guerre, ben, la Russie disait que non, on ne sommes pas intéressés par la crypto-monnaie, etc. Ça ne nous intéresse pas. Donc en fait, je pense que... Là, ça les a sauvés. Je pense que c'est une stratégie que le président de la Russie a mis en place. Tu as dû faire quoi à... comment dire, des intérêts pour la crypto. Des intérêts pour la crypto, sauf que... ils plan B, c'était le plan B. Ouais, sauf qu'ils achetaient de la crypto en soum-soum et donc du coup, ils n'ont pas pu être bloqués parce que malheureusement... certaines cryptos, pour les acheter, il faut passer par des banques. Et comme je vous ai dit, les banques fonctionnent avec le système SWIFT. 99,9% des banques fonctionnent avec le système SWIFT. Donc, ils ont pu en acheter avant la guerre. Malin. Voilà. Joueur d'échecs. Voilà, globalement. Joueur d'échecs. Tout à fait. Le système SWIFT de... Et pour la conclusion, rapide avec Nicolas, très rapide. Oui. Alors, s'il fallait donner une conclusion, en Guadeloupe, ce qui nous intéresse, c'est de pallier les conséquences de la crise en Ukraine. Donc, pas payer l'essence trop cher, pas payer l'électricité trop cher. Ouais, tout ça va nous tomber dessus. Ça arrive. On aurait pu ne pas payer l'électricité trop cher si la centrale géothermique de Bouillante était vendue. N'est-ce pas? C'est encore un autre sujet. Oui, à récupérer. Bisous, région Guadeloupe. Oui, Bisous. nous soutenons le peuple ukrainien et j'espère que son intégrité sera préservée. Moi, je suis pas pour un pays. Je suis pas pour vous, mais moi, je suis pas pour un pays. Moi, je suis pour l'humanité. Qu'on soit clair dessus. Et c'est vrai que souvent, on le dit, ce sont des dirigeants qui prennent des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences pour la vie de chacun. Mais c'est toujours les mêmes qui trinquent. Donc, c'est toujours les peuples, les populations qui trinquent. C'est elles qui perdent tout. C'est elles en plus qui doivent financer finalement leur guerre et leurs petits jouets qui vont éclater joyeusement sur leur champ de bataille. Donc effectivement, soutien au peuple ukrainien, mais soutien aussi au peuple russe, soutien au peuple du monde, puisque tout le monde est en train de souffrir et tout le monde va souffrir de cette guerre qu'ils sont en train de se mener. Une bonne soirée à tout le monde et on tâche de rester en vie. À bientôt.